Pour le début de notre enquête, nous nous rendons à la foire de Libramont, le rendez-vous annuel de tous les agriculteurs et agricultrices de Wallonie. Ici, on discute innovation, nouvelles techniques plus performantes, plus respectueuses de l'environnement. On parle de l'agriculture de demain et de ses défis. À travers nos rencontres, nous constatons que la plupart des jeunes, ceux qui se lancent dans le métier, partagent la même préoccupation. Elle va ressembler à quoi l'agriculture de demain? Pour les jeunes agriculteurs, c'est déjà trouver avoir l'accès aux terres. Comment on fait quand on veut acheter du terrain aujourd'hui? Comment on fait? Savoir le faire déjà. Un jeune agriculteur ou une jeune agricultrice aujourd'hui peut s'installer comme avant, acheter un terrain et y aller? C'est hors de prix. Un hectare dans ma région, un hectare coûte 90 000 €. C'est beaucoup qui font des investissements, des placements et la spéculation. C'est vrai les plus gros qui vont savoir acheter et manger. La terre agricole serait donc de plus en plus convoitée par des investisseurs puissants. Un rapport de force qui aurait tendance à enflammer les prix. Selon l'Observatoire du foncier agricole, en à peine 4 ans, le prix moyen des terres aurait augmenté de près de 30 %. Sérieusement, des fois, on a envie de dire oh, c'est bon, hein, c'est trop. Et vous allez le voir, dans ce contexte, un nouvel acteur semble prendre de l'importance. Des groupes comme Colruyt qui ont des fortunes à leur disposition, mais forcément, les paysans et paysannes ne font pas le poids face aux prix qu'ils peuvent mettre sur la table. Et où est le petit agriculteur familial? Disparu. Il a disparu. Au vu des bruits qu'on entend, c'est pas vraiment une collaboration, c'est plutôt de l'esclavagisme. Notre agriculture est-elle en train de passer aux mains de la grande distribution, comme Colruyt en Belgique ou Aldi en Allemagne? Voilà comment l'une des 10 familles les plus riches d'Allemagne, qui possède une fortune personnelle de plus de 30 milliards d'euros, reçoit encore chaque année 3 millions d'euros de subventions de la part des contribuables européens. Pour certains, nous sommes en train d'assister à un gigantesque hold-up sur nos terres agricoles. À Profondeville, nous rencontrons Sébastien. Il cultive 260 hectares, mais il ne possède qu'une partie en propriété. Pour le reste, à défaut de pouvoir acheter la terre, il la loue. En Wallonie, c'est le cas pour 3 agriculteurs sur 5. Et comme l'agriculture se planifie à long terme, il s'agit de louer le plus longtemps possible. C'est le principe du bail à ferme. C'est quoi le bail à ferme? Le bail à ferme, c'est quand un propriétaire donne le terrain en location à un agriculteur via un contrat fait chez un notaire. Et alors, c'est une garantie qu'on ne perdra jamais le terrain, on peut toujours l'occuper pendant de nombreuses années. L'agriculteur paye un loyer à l'hectare qu'on appelle le fermage et dont le montant est fixé par la loi. Vous, ça vous irait, un bail de ce type-là? Oui, nous, en tant qu'agriculteurs, on préfère toujours avoir un bail à ferme. C'est une sécurité pour le terrain. C'est une sécurité qu'on a un terrain pendant longtemps. Pourquoi? Parce que vous avez des machines à amortir? Oui, on a des machines à amortir et surtout, comme on a quand même beaucoup de bétail, c'est une garantie d'avoir assez de prairies pour mettre toutes nos bêtes en prairie, d'avoir assez de culture pour mettre assez de maïs, assez de paille. Tandis que si d'une année à l'autre, si on venait à perdre une grande quantité de terrain, alors où mettre nos bêtes, comment les nourrir, voilà. Sébastien nous explique qu'à l'époque de son père, on ne se posait pas ce genre de questions. Le bail à ferme était monnaie courante, donc pas de risque de perdre sa terre du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On perd 7-8 hectares tous les ans parce que soit ils le vendent, soit ils louent à quelqu'un d'autre. Parce qu'en général, les propriétaires, ils veulent plus faire de bail à ferme maintenant. Ils veulent bien louer le terrain, mais pour d'année en année, comme ça, s'ils veulent le vendre, il est libre, il vaut plus. Si plus tard, ils veulent faire autre chose avec leur terrain, ils peuvent. Et quand ils louent en bail, ils disent toujours on ne reverra pas notre terrain. Donc, en général, les propriétaires, ils ne veulent plus faire de bail. Vous l'avez compris, le risque de perdre une bonne partie de ces terres est bien réel. En cause, ce fameux bail à ferme que les propriétaires ont de plus en plus tendance à éviter. Un phénomène que nous confirme la Fédération wallonne de l'agriculture. Il y a encore beaucoup de propriétaires qui sont d'accord de signer un bail à ferme? C'est de plus en plus compliqué parce qu'ils craignent de ne plus pouvoir être, entre guillemets, maîtres de leur terre. Ça veut dire que quand on est agriculteur, du jour au lendemain, on peut être dépossédé de ses terres? Le bail est une sécurité à l'emploi, hein, c'est comme un CDI. Hein.
Quand on n'en a pas, bien évidemment, c'est toujours, si le propriétaire vend, il faut essayer de racheter. Évidemment, ce n'est pas toujours possible parce que bon, parfois, si les prix flambent et qu'on a déjà d'autres investissements, mais on ne sait pas toujours racheter. Donc, il faut essayer de trouver des accords, des arrangements pour savoir continuer à cultiver ces terres. À cause du bail à ferme, les propriétaires auraient donc le sentiment de ne plus pouvoir récupérer leurs terres. Pourtant, ce n'est pas le cas. Étienne Beguin, notaire à Beaurain et spécialiste de la question, nous précise que la loi autorise bien sûr le propriétaire à casser le bail à ferme, mais sous certaines conditions. Premièrement, il faut que ce soit pour une exploitation personnelle, continue et effective. Donc c'est donner congé pour exploiter les biens personnellement. Par ailleurs, il faudra que vous justifiez le respect de certaines conditions de qualification. Donc si vous êtes enseignant, par exemple, et que vous n'êtes pas agriculteur et que vous n'avez pas un diplôme agricole, vous ne pourrez pas donner congé. Si vous remplissez cette condition-là, il faudra examiner encore d'autres conditions. Vous devrez justifier que le congé qui est donné aura pour effet que l'activité agricole sera votre activité prépondérante. Il y a encore d'autres conditions qu'il faut respecter, les conditions d'âge. En conclusion, on peut encore continuer. Pendant longtemps. Je peux continuer un certain temps en tout cas. En conclusion, je suis propriétaire d'un bien en bail à ferme, je peux me lever tôt pour le récupérer. Vous devez remplir un certain nombre de conditions, ça c'est clair. Ajoutez à cela qu'un terrain vendu avec un bail à ferme en cours perd 30% de sa valeur. Vous l'aurez compris, du point de vue des propriétaires, le bail à ferme peut être vu comme fort contraignant. Mais pour les agriculteurs, il est essentiel car il protège l'agriculture. Voilà pourquoi en Belgique, en ce qui concerne les terres agricoles, le bail à ferme est obligatoire. C'est la loi. Mais les propriétaires terriens parviennent pourtant à la contourner, avec l'aide d'un nouvel acteur, la Société de gestion agricole. Un intermédiaire entre propriétaires et agriculteurs que la Fédération wallonne de l'agriculture ne voit pas d'un très bon œil. Mais nous, on est contre les sociétés de gestion parce que nous, on veut garder une agriculture familiale, les terres pour les agriculteurs et pour les jeunes, pour la jeunesse, quoi. La société de gestion, ou société agricole, se place entre le fermier et le propriétaire. Elle lui propose une astuce. Si le propriétaire signe un bail à ferme avec elle, plutôt qu'avec le fermier, alors elle lui promet de lui restituer son terrain, sans condition, dès qu'il le souhaite. Tout le contraire du principe même du bail à ferme. L'agriculteur n'a donc plus de bail à ferme, mais de simples contrats précaires en sous-location. Le loyer n'est donc plus défini par la loi, mais par la société de gestion. Et il est donc plus cher. Sans bail à ferme, l'agriculteur perd aussi sa liberté de culture. Il ne décide plus. Et les aides publiques, destinées à soutenir l'agriculture, finissent en général dans les poches de la société de gestion. Donc celui qui fait le travail ne touche pas les aides, mais par contre celui qui gère, en fait, qui fait l'intermédiaire, touche les aides. Ouais. C'est curieux ça quand même. Oui. L'agriculteur, il va faire le travail, mais point barre. Plus de bail à ferme, plus de subsides, des loyers plus chers. Mais alors, à quoi servent les sociétés de gestion, si ce n'est d'éviter aux propriétaires le bail à ferme et reléguer l'agriculteur au rang d'ouvrier? En Wallonie, les deux principales sont la Sogesa et Agriland. Nous avons tenté de les joindre, mais aucune d'entre elles n'a souhaité nous rencontrer. Nous avons donc consulté leur site internet. Leur promesse est assez claire, éviter à tout prix le bail à ferme et garantir une rentabilité optimale de la terre. Pour l'avocat Gaëtan Gouas, spécialisé en droit rural, cela représente un réel danger. Les sociétés de gestion favoriseraient une agriculture rentable et donc plus intensive, au détriment des petites exploitations familiales. Donc le propriétaire, le choix est très rapidement fait. Un, je fais confiance à la société de gestion qui me dit qu'elle me rendra mon bien libre. Donc si je vends, pas de décote, n'est-ce pas? Et deux, j'ai un revenu augmenté. Le choix est très rapidement fait. Donc plus de bail. Imaginons que ça devienne la norme. On va vers quoi comme type d'agriculture? Plus de produits locaux. Ce ne sont pas les sociétés de gestion, vous comprenez, qui vont développer un petit commerce en regroupant 3-4 agriculteurs dont l'un fait des glaces, des yaourts, un peu de viande, du miel, etc., etc. Et où est le petit agriculteur familial? Disparu. Il a disparu, c'est certain, déjà à l'heure actuelle. Des terres inabordables, plus de bail à ferme,
Une agriculture aux mains de sociétés de gestion qui cherchent la rentabilité à tout prix. De quoi mettre les agriculteurs et agricultrices sous pression. En quelques dizaines d'années, la Belgique a déjà perdu 70% de ses fermes familiales. En 1980, on dénombrait plus de 113 000 fermes. 40 ans plus tard, elles n'en comptent plus que 36 000, dont 12 000 en Wallonie. En revanche, désormais, les exploitations ont en moyenne 3 fois plus de terres qu'avant. Nous sommes donc passés de petites fermes familiales à de plus grosses exploitations. Dans ces conditions, difficile de préserver un projet à taille humaine. Les agriculteurs et agricultrices que nous avons rencontrés partagent tous le même constat. Accéder à la terre, leur outil de travail, est devenu un véritable parcours du combattant. Comme Anne-Françoise, nombreux sont celles et ceux qui pensent jeter l'éponge. Sérieusement, des fois, on a envie de dire oh, c'est bon, hein, c'est trop. C'est toujours parce qu'il y a ces propriétaires-là, mais il y en aura encore des autres. Il y a déjà eu avant. Je dis c'est une chaîne sans fin et à un moment donné, bah oui, c'est vraiment décourageant. Enfin, à un moment donné, on aimerait bien juste travailler et arrêter que la tête fonctionne tout le temps à des solutions. J'aime bien chercher, c'est pas un truc, mais à un moment donné, c'est fatigant et usant aussi mentalement. On aime bien avoir une sécurité aussi. Et du temps de mes parents, j'entends toujours ma maman dire toute ma carrière, on n'a fait que manger de la terre. Enfin, ils avaient déjà ces problèmes-là, mais j'ai l'impression que les terrains étaient plus abordables. Enfin, je réponds toujours à ma maman, mais tu as eu de la chance. Tu as pu manger de la terre toute ta vie. On ne sait même plus la manger. Enfin, il y a un problème quelque part. Enfin, c'est là toute la nuance et qui est de plus en plus compliquée et que tu te demandes, mais dans 20 ans, ça va être quoi? Olivier, lui, risque de tout perdre. Vu sa situation, il préfère témoigner de manière anonyme. Son propriétaire souhaite désormais louer ses terres à un locataire plus offrant. Il est donc dépossédé de 100 hectares, la totalité de ses parcelles. Combien de temps vous avez passé à exploiter ces terres? Alors j'ai passé une bonne trentaine d'années, donc le plus gros de ma carrière, à exploiter ces terrains. C'était un projet familial qui n'était pas juste la recherche d'un revenu, c'était beaucoup plus que ça. Et tout ça va s'écrouler, évidemment. Donc, quand on a la passion et le rêve de faire ce métier-là, c'est très, très difficile de s'orienter vers autre chose, surtout qu'on laisse derrière soi une histoire familiale, un patrimoine quand même, un projet qu'on avait envie de poursuivre. Olivier doit donc faire une croix sur ses projets et son fils n'aura pas l'occasion de reprendre la ferme familiale en bio depuis peu. Désormais, leurs terres seront confiées à une société de gestion agricole. Je ne pense pas qu'une société de gestion qui va me remplacer dans l'exploitation de ces terrains aura ce type de projet. Et donc, mon fils qui rêvait de se destiner à cette profession devra trouver autre chose parce que trouver des terres dans la région, il ne faut même pas essayer. On a maintenant de gros acheteurs industriels ou de la grande distribution qu'on connaît bien, qui achètent les terres, font monter les prix. La grande distribution à laquelle Olivier fait allusion, vous la connaissez bien, c'est Colruyt. Depuis 2 ans, l'enseigne fait régulièrement parler d'elle, car elle investit dans la terre. Dans un contexte où les agriculteurs n'y ont pas accès, ça passe plutôt mal auprès des syndicats agricoles. Des groupes comme Colruyt qui ont des fortunes à leur disposition, mais forcément, les paysans et paysannes ne font pas le poids face au prix qu'ils peuvent mettre sur la table pour une exploitation agricole. Ça détruit notre métier aussi, directement. Au vu des bruits qu'on entend, c'est pas vraiment une collaboration, c'est plutôt de l'esclavagisme. Il ne faut pas oublier que la terre, c'est notre outil de travail. Et on n'est plus au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, il y avait les seigneurs. Les seigneurs, c'était Jeff Colruyt. Et nous prend pour des serfs du Moyen-Âge. Mais où on est? Entre 2021 et 2022, Colruyt aurait acheté plus de 6% des terres agricoles disponibles en Wallonie. Le groupe serait aujourd'hui propriétaire de 500 hectares. Pour y parvenir, l'enseigne a créé sa propre société de gestion, Agri Partners. L'objectif annoncé, soutenir l'agriculture. Mais selon la Fédération wallonne de l'agriculture, c'est tout le contraire. C'est quoi les types de contrats passés alors entre Colruyt et l'agriculteur? Ça, c'est des locations à l'année, mais bon, ça, je n'ai pas les... Moi, je n'ai pas de contrat en main, je n'ai jamais vu les accords qu'ils ont eus. Et sur le fait que ce soit une location à l'année,
qu'est-ce que ça change? C'est ça qui nous fait craindre? C'est eux qui imposent leur culture que l'agriculteur doit mettre. Eux nous disent qu'ils laissent tout libre, mais c'est assez flou, hein, Colruyt. Tous les acteurs qui achètent des terres, pour nous, c'est perdre de l'agriculture familiale en Wallonie. Ça, pour nous, et on défend l'agriculture familiale, mais surtout que les jeunes puissent avoir accès à la terre, avec un bail à ferme, en bonne et due forme, chez notaire, écrit et tout. Hein. À ce stade, on a compris, c'est un peu flou. Colruyt prétend soutenir l'agriculture, mais ne proposerait que des contrats à l'année. Et pour les agriculteurs, ça change tout. Avec un bail à ferme, l'agriculteur a une liberté de culture. On ne peut donc rien lui imposer. Le loyer est défini par la loi, il est donc modéré et bien sûr, la location est de longue durée. Avec un contrat de culture, en revanche, l'agriculteur cultive ce qui est demandé. Le loyer n'est pas défini par la loi, mais par la société de gestion. Il est donc plus élevé et bien sûr, le contrat ne dure qu'un an. Nous contactons alors l'enseigne pour en savoir plus. Pour nous rassurer, elle nous propose de rencontrer un agriculteur avec qui elle collabore. Direction Havray, près de Mons. Colruyt y est désormais propriétaire de plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles. Le groupe souhaite nous rassurer. On nous présente alors Philippe, agriculteur et heureux élu de cette collaboration. Pour l'occasion, vous allez le voir, Philippe est plutôt bien encadré, et nous aussi. Il y a la responsable de la communication, la responsable de l'agriculture pour Colruyt et le responsable de la société de gestion du groupe. Expliquez-moi alors, comment ça se passe? Vous avez combien d'hectares en culture qui appartiennent à Colruyt? D'hectares en culture, une petite vingtaine, qui appartiennent au Colruyt sous bail à ferme. Ok, donc Colruyt vous a fait un bail à ferme pour cette culture-là? Oui, en fait, pour nous, rien ne change. Arrêtons-nous un instant sur ce que Philippe vient de nous dire. Rien ne change. Colruyt lui aurait même signé un bail à ferme. Et quel contact vous avez eu avec Colruyt? Ils sont venus nous visiter, nous dire qu'il n'y avait rien qui changeait. Rien qui changeait par rapport à l'ancien propriétaire. Ok. Vous aviez un bail à ferme avec cet ancien propriétaire? Oui. Donc le bail à ferme que vous avez encore maintenant, c'est celui qui court encore depuis l'ancien propriétaire? Bah oui. Donc c'est pas un bail à ferme avec Colruyt? Bah oui. Si, c'est le nouveau propriétaire, c'est Colruyt, donc je suppose que c'est à lui qu'on paye les fermages, quoi, voilà. Ah, changement de discours. Finalement, Philippe n'a jamais signé de bail à ferme avec Colruyt. On a comme l'impression que la communication n'est pas encore tout à fait au point. Mais quand ce bail à ferme que vous avez signé avec l'ancien propriétaire arrivera à échéance, est-ce que vous renouvellerez ce bail à ferme avec Colruyt? Ce sera une discussion à ce moment-là, je suppose. Bon, on récapitule. Si rien ne change pour Philippe, c'est tout simplement parce que sur quelques hectares, il est protégé par un bail à ferme signé avec l'ancien propriétaire. Mais Philippe cultive également d'autres terres appartenant à Colruyt. Des terres sur lesquelles le groupe ne lui propose qu'un simple contrat à l'année. Dans ce cas, Philippe n'est plus qu'un prestataire. Tout ce qu'on fait, c'est du travail à façon pour eux, quand ils nous le demandent, c'est tout. Ok, et donc à ce moment-là, qui décide de ce qui va être mis comme culture? Ah, ça, c'est monsieur Virendel. Donc c'est une collaboration avec AgriPartners? Oui. Okay. C'est donc monsieur Virendel qui décide. Il est le responsable d'AgriPartners, la société de gestion de Colruyt. Pour lui, il est essentiel de collaborer avec des agriculteurs du coin. Pour nous, c'est très important d'avoir les spécialistes qui connaissent le terrain à Havray. Et c'est pour nous, ce sont les gens qui travaillent déjà longtemps dans ce terrain. À ce moment-là, il y a des syndicats qui disaient « Mais alors pourquoi n'engagez-vous pas l'agriculteur comme un employé Colruyt? Puisque de toute façon, c'est pour travailler pour Colruyt. » Je pense que c'est très important pour tout le monde de rester indépendant. Je pense que le fermier, il veut rester indépendant. Philippe n'est pas intéressé pour travailler comme employé chez Colruyt. Ça, c'est bien clair, je pense. Expliquez-moi alors cette relation de win-win. Vous gagnez quoi dans cette relation-là? Nous, on a, on va dire ça comme ça, un propriétaire qui écoute quand même ce qu'on pense un peu, de la façon de travailler et tout, qui essaye de suivre nos pensées, notre façon de faire.
Maintenant, lorsqu'ils ont une pensée, enfin, je veux dire, une décision propre à eux, ils essayent de nous la faire, je vais dire, appliquer, voilà, tout en collaboration, quoi. Si on l'a bien compris, Colruyt demande l'avis de Philippe, mais ce n'est qu'un avis. Au final, c'est toujours la société de gestion de Colruyt qui décide. Et vous, le côté win, en quoi vous êtes gagnant dans cette histoire? C'est surtout apprendre. Apprendre, ça c'est très important pour nous. D'apprendre quelles difficultés, l'agriculture, les difficultés qu'on a chez l'agriculture. Ça c'est très important. Pourquoi Colruyt Group souhaite apprendre l'agriculture? Colruyt n'est pas un agriculteur. Non, mais on a beaucoup de produits dans notre chaîne qui viennent des fermiers et c'est pour ça que c'est important. Pour connaître un petit peu connaître le business de l'agriculture, ça c'est très important. Ça c'est le but dans le futur d'avoir des produits qui sont cultivés dans notre propre terre, qu'on a avoir ça dans notre propre chaîne aussi. Ça c'est le but dans le futur. Contrôler tous les maillons de la chaîne, du champ au magasin. Voilà donc l'objectif de Colruyt. Une stratégie que redoute la Fédération des jeunes agriculteurs. Pour Florian Poncelet, son président, tant que Colruyt refusera le bail à ferme, il y aura toujours un doute sur ses intentions. Nous, ce qu'on a peur, à très long terme, c'est qu'ils nous obligent une plantation et qu'ils nous obligent à le revendre à eux. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais qu'ils nous obligent, dans 10 ans ou quoi, ce que vous produisez, c'est pour nous. Donc le prix, c'est eux qui le fixeront, c'est eux qui fixeront tout, la culture et le prix. Ça, c'est pas possible. La liberté, elle est où là-dedans? C'est ça la vision d'avenir qui vous fait peur? C'est clairement de perdre l'usage du terrain qu'eux ont acheté à leur profit, et pas au nôtre. Colruyt achète les terres et puis investit dans l'agriculture. C'est pas une mauvaise idée quand même. C'est quelqu'un qui veut soutenir l'agriculture et qui en plus vous achète vos productions pour vendre de manière locale la production. Où est le mal là-dedans? Là, comme ça, c'est beau, hein, c'est mignon. Mais le mal, c'est qu'on ne parle pas de prix de vente. Et le prix d'achat de terre, c'est toujours eux qui le font augmenter. Vous avez des exemples ou des témoignages de ces achats? Donc ils ont 3 sites d'investissement, le Limbourg, la France-Orientale et le Hainaut. Dans le Hainaut, on a quand même pas mal de membres au niveau de la FJA qui se sont plaints qu'il y a eu des ventes et des achats de terre vis-à-vis de Colruyt. Et fatalement, si la terre était vendue à Colruyt, c'est que c'est eux le plus offrant. Combien ils mettent par exemple? 90, 100 000, voilà les rumeurs qu'on entend. Par rapport au prix qui devrait être de 70, 60, 70. Qui est déjà élevé pour ce qu'on fait sur les terres. Donc, un prix élevé, encore plus élevé grâce à eux. Je sais pas si c'est terrible. Donc pour vous, Colruyt participerait à cette augmentation du prix des terres? Pour nous, Colruyt est même responsable du prix des terres actuellement dans les régions où ils achètent. Les accusations sont fortes, mais selon Colruyt, elles sont infondées. C'est en tout cas ce que nous affirme Saskia De Bloch, responsable du volet agricole du groupe. Colruyt Group mettrait le prix fort, serait le plus offrant et donc participerait à cette évolution des prix. C'est faux selon vous? Oui, c'est vraiment incorrect parce que nous recevons aujourd'hui souvent une offre spontanément, des gens qui veulent vendre leurs terres. Mais nous analysons le dossier cas par cas et nous donnons toujours un prix correct. Mais si les agriculteurs qui souhaitent vendre leurs terres viennent vers vous, c'est peut-être parce qu'ils se disent que Colruyt est le plus offrant, non? Non. En toute logique. Certains gens peuvent penser ça, et je comprends ça, que certains gens, c'est Colruyt, mais nous analysons chaque dossier cas par cas. Nous avons beaucoup d'expérience immobilière et Colruyt n'a aucun intérêt de donner un prix plus haut que le prix de marché, pas à court terme et certainement pas à long terme. Nous n'avons aucun intérêt de faire ça. Vous n'êtes pas agriculteur, Colruyt Group. Alors pourquoi vous voulez avoir votre mot à dire dans la gestion de ces terres agricoles? Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons aussi donner un levier additionnel pour vraiment avoir des produits belges top qualité, pour vraiment laisser évoluer le secteur à une manière plus durable. Nous sommes convaincus que nous avons aussi un levier additionnel. C'est très important. Vous dites que ça peut être peut-être contraignant pour vous d'avoir un bail à ferme,
Mais c'est précisément pour ça que le bail à ferme existe. C'est pour que le propriétaire ne puisse pas s'immiscer dans un métier qui n'est pas le sien. Pas tous les fermiers veulent le bail à ferme. Hein. Il y a des fermiers qui ne veulent pas de bail à ferme. Oui, je suis sûre. Vous en avez rencontré? Bien sûr, mais pas tout le monde veut le bail à ferme. Pour moi, c'est quelque chose d'important, mais c'est un peu une idée fixe aussi, je pense. Une idée fixe. Selon Colruyt, il existerait donc des agriculteurs qui ne souhaitent pas de bail à ferme. En ce qui nous concerne, ces agriculteurs, nous ne les avons jamais croisés durant notre enquête. Alors, jusqu'où Colruyt souhaite-t-il aller? À ce stade, difficile à dire. Mais cette histoire nous fait penser à une autre enseigne de supermarché. Cette fois, vous allez le voir, l'affaire prend une ampleur colossale avec un impact direct sur le monde agricole. Direction l'Allemagne, dans le centre du pays, la région de Thuringe. C'est ici qu'une vente particulière attire notre attention. Des milliers d'hectares de terres agricoles vendus à un prix astronomique. Le nouveau propriétaire n'est pas Colruyt, mais un de ses concurrents directs. Vous le connaissez bien, il s'agit d'Aldi. C'est ici, à Erfurt, capitale de la région, que nous donne rendez-vous Sébastien Vanier. Journaliste français à Berlin, il avait enquêté à l'époque sur cette vente hors norme. Comment vous avez eu vent de cette vente qui concernait Aldi, donc ici en Allemagne? Alors c'était en août 2020. Cette affaire de vente des terres agricoles à Aldi a commencé à remonter dans la presse allemande. Donc avec la rédaction de Ouest France, on a décidé de s'intéresser à ce sujet-là. Parce que l'acheteur était connu, Aldi évidemment. Le vendeur était connu aussi, c'était l'ancien président de la Confédération paysanne de Thuringe. Et le tout était symbolique, c'était des dimensions énormes. On parle de combien d'hectares, combien d'argent en jeu? Mais on estime qu'il s'agissait à peu près de 40 millions d'euros pour 6 000 hectares. Donc une énorme exploitation, une énorme somme. Dans la région, l'ampleur de cette vente a bouleversé le secteur agricole et provoqué la résistance des petits agriculteurs. Un véritable combat de David contre Goliath. Est-ce que ça participe à l'augmentation du prix des terres et donc à l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs? Évidemment, on parle de 6 000 hectares, de 40 millions d'euros. Même si la parcelle est très grande, le prix à l'hectare est très élevé. Et il y a beaucoup de jeunes agriculteurs qui aimeraient pouvoir avoir accès à la terre, qui ne peuvent absolument pas suivre sur ce genre de prix. Celui qui a alerté l'opinion publique de cette affaire habite ici, à quelques kilomètres de la ville, en pleine campagne. Ici, dans sa petite exploitation familiale, Reiko mène un combat acharné contre la multinationale. Il nous explique un détail fondamental pour comprendre la suite. En Allemagne, seuls les agriculteurs sont autorisés à acheter des terres agricoles. C'est la loi. Mais la famille Albrecht, qui détient l'empire Aldi, a pourtant réussi à la contourner en toute légalité. Aldi n'est pas agriculteur. Il n'aurait jamais pu acheter ces terres. Ça aurait été illégal. Mais racheter la société agricole qui gère les terres, ça par contre, c'est légal. En Allemagne, c'est un vide juridique qui a toujours existé. Cette pratique est massivement utilisée par les gros investisseurs depuis 2009 et personne ne fait rien. Acheter la société agricole, cela a donc permis à Aldi de devenir agriculteur. Une manœuvre astucieuse pour acheter des terres en toute légalité, et cela en passant sous les radars. Voici comment l'enseigne s'y est prise. Au départ, les terres concernées sont la propriété d'Adib, société agricole indépendante. Adib est ensuite racheté par une fondation, la fondation Lucas, qui en devient le nouveau propriétaire. La fondation Lucas confie ensuite la gestion des terres à une nouvelle société agricole, Boscor. Là, vous vous demandez peut-être où est Aldi dans cette transaction. Eh bien, c'est normal, car c'est ça l'objectif, passer inaperçu. Aldi n'a pas acheté directement, c'est la fondation Lucas qui l'a fait. Et l'objectif de la fondation Lucas est de rapporter de l'argent à la famille Albrecht. Donc cette fondation Lucas appartient à la famille Albrecht, en d'autres mots, l'empire Aldi. De cette façon, Aldi est parvenu à acquérir des milliers d'hectares à travers la région.
Maintenant, ils ont 10 000 hectares en Thuringe. Ils sont en train d'acheter d'autres exploitations. Quand ils auront réuni suffisamment de terres, ils feront certainement en sorte que ces exploitations produisent spécialement pour Aldi. Et Aldi est synonyme d'aliments bon marché. Il s'agit donc de produire à bas prix. Et c'est ce qu'ils feront via leur société de gestion. Reiko nous emmène à quelques centaines de mètres de sa ferme. Il souhaite nous montrer l'ampleur des surfaces agricoles qui l'entourent. Des hectares à perte de vue. Et en Europe, plus on en possède, plus on reçoit de subsides. C'est la fameuse politique agricole commune, la PAC. Des subventions publiques que reçoit aussi Aldi via sa société de gestion. Ainsi, chaque année, la multinationale touche 3 millions d'euros d'argent public destiné à soutenir les agriculteurs. Voilà comment l'une des familles les plus riches d'Allemagne, qui possède une fortune personnelle de plus de 30 milliards d'euros, reçoit encore chaque année 3 millions d'euros de subventions de la part des contribuables européens. C'est vraiment hallucinant, parce que le problème, c'est que nous, les agriculteurs, avons besoin de ces subventions en ce moment. Aujourd'hui, nous avons absolument besoin d'une loi pour empêcher les investisseurs d'acheter autant de terres. Si nous n'obtenons pas cette loi, les investisseurs achèteront toujours plus de terres. L'agriculture deviendra de plus en plus industrielle. Nous aurons de plus en plus de problèmes avec le climat. Nous aurons un problème d'approvisionnement alimentaire ici en Allemagne, c'est certain. 3 millions d'euros d'argent public, le montant est colossal. Mais dans quoi est-il investi exactement? L'agriculture ou la trésorerie personnelle de la famille Aldi? Par mail, nous contactons alors Boskor, la société de gestion appartenant à Aldi. Cher Monsieur von Reitzenstein, nous sollicitons un entretien avec vous afin que vous puissiez nous présenter la stratégie du groupe Boskor dans l'achat de terres agricoles. Boskor nous renvoie à la fondation Lucas. Cher Monsieur Keupens, veuillez contacter directement la fondation Lucas pour laquelle nous gérons des terrains en Thuringe. Mais Lucas nous invite à contacter plutôt l'attaché de presse d'Aldi. Ce que nous faisons. Il décline notre interview, mais est en revanche disposé à nous parler en off. Bonjour Monsieur Keupens. Nous ne sommes pas disponibles pour une entrevue. En revanche, je serais heureux de vous en dire plus dans une discussion en off. Cette discussion informelle, nous l'attendons toujours. De retour en Belgique, on se pose une question. Le cas Aldi est-il envisageable chez nous? Est-il possible qu'un groupe comme Colruyt agisse de façon similaire et touche également des aides publiques? En cherchant un peu, nous trouvons un document qui attire notre attention. Il date du 2 janvier 2023. Cette lettre, ce sont des agriculteurs de la région de Mons qui l'ont reçue. On y apprend que la société agricole à qui loue les terres vient de changer de propriétaire. Nous vous informons par la présente que l'ensemble des actions de la société agricole de Mester a été cédé à la société anonyme Bavingsveld. Cette dernière est donc le nouveau propriétaire de la société agricole de Mester. Bavingsveld, ça ne vous dit rien? Pourtant, l'adresse de la nouvelle personne de contact est assez claire. Votre nouvelle personne de contact pour la société anonyme Bavingsveld est Monsieur Philippe @colruytgroup.com. En rachetant des parts de société, Colruyt agirait donc dans l'ombre, exactement de la même façon qu'Aldi en Allemagne. Un très mauvais signe selon la FUGEA. Alerté par les agriculteurs, ce syndicat agricole y voit en outre une possibilité pour Colruyt d'évincer les agriculteurs qui cultivent les terres dont il est question, même en bail à ferme. On sait que les sociétés agricoles de Colruyt ont le statut d'agriculteurs et que donc elles peuvent chasser les agriculteurs des terres. Est-ce que dans ce même courrier, ou en tout cas dans la communication, ils se sont vus rassurés aussi du fait qu'ils allaient pouvoir rester sur cette terre? Non, pas du tout. Et ils n'ont jamais été contactés pour leur notifier que ce serait eux qui réexploiteraient ces terres-là. Au contraire, ils savent qu'on ne compte pas sur eux et qu'on a des exemples, par exemple, d'entreprises de chicons flamandes qui vont venir exploiter des terres du côté de Mons. Et pas eux, alors qu'ils sont juste à côté et qu'ils ont le matériel pour le faire. Autrement dit, le syndicat craint que les fermiers récalcitrants soient facilement remplacés. C'est-à-dire alors que Colruyt serait en contradiction avec sa communication? Oui, nous, ce qu'on aurait espéré, c'est que Colruyt rachète les terres, mais qu'elle les mette premièrement en bail à ferme aux anciens locataires. Ça, c'est déjà pas le cas et c'est déjà un premier grand grief. Le deuxième espoir qu'on aurait pu avoir, c'est que même s'il n'y ait pas de bail à ferme, au moins on les fasse exploiter par les agriculteurs des environs.
Revenons au courrier reçu par les agriculteurs. Si on comprend bien, Colruyt a donc plusieurs sociétés de gestion agricole, contrairement à ce qu'on croyait. La première, AgriPartners, affiche, on l'a vu, une communication plutôt bien rodée. La deuxième, en revanche, est plus nébuleuse. Pourtant, Bavingsveld semble avoir un rôle plus important dans la stratégie Colruyt qu'AgriPartners. Et si l'on cherche un peu plus loin, on trouve un détail intéressant. Sur la liste des sociétés agricoles qui bénéficient des aides de la PAC, on ne trouve rien sur AgriPartners. Pour Bavingsveld, en revanche, entre 2021 et 2022, pour ses 500 hectares, la société a reçu plus de 62 000 €. Comme elle dit en Allemagne, Colruyt touche donc via Bavingsveld de l'argent public européen destiné à soutenir l'agriculture. C'est quoi Bavingsveld? Bavingsveld, c'est la société immobilière agricole de Colruyt Group. Alors vous avez Bavingsveld, c'est la société IMO, et vous avez AgriPartners, c'est la société agricole qui gère la terre. Pourtant, c'est bien Bavingsveld qui perçoit l'argent public. Une société immobilière qui touche des aides destinées à l'agriculture, il faut avouer que c'est assez original. On a cherché sur le site Belpa qui renseigne qui sont les sociétés qui reçoivent des aides et des subsides de la PAC, ces fameuses aides européennes. AgriPartners ne reçoit pas d'aide. Par contre, Bavingsveld, si. À peu près 32 000 € par an. Mais c'est vrai qu'AgriPartners ne reçoit rien. Bavingsveld, c'est une société qui était à Limbourg que nous avons acquis. Et il y a des subsides qui étaient déjà là. Ce sont des subsides qui traînent depuis l'ancien propriétaire de cette société-là? Oui. Toucher des subsides de l'ancien propriétaire, c'est pourtant impossible, puisque les demandes doivent être introduites chaque année. Via Bavingsveld, Colruyt remplit donc forcément un formulaire dans le but de recevoir de l'argent public destiné à soutenir l'agriculture. On récapitule. Colruyt Group possède donc ses propres sociétés de gestion agricole et touche des aides de la PAC. En d'autres termes, en Belgique, il ne faut pas forcément être agriculteur pour obtenir le statut d'agriculteur. Avouez qu'il y a de quoi y perdre le nord. Ce constat, nous avons voulu le partager avec le ministre de l'Agriculture. Quelle est la définition de l'agriculteur actif? L'agriculteur actif, c'est celui qui, par son savoir, son expertise, sa formation, l'exercice réel de son travail au quotidien, correspond à quelqu'un qui travaille l'élevage, qui travaille la terre et qui en fait son métier principal ou éventuellement complémentaire, mais qui correspond vraiment à ce travail d'homme ou de femme de la terre et qui l'exerce lui-même. Ça, c'est le bon sens général qui nous commande cette définition et on l'a traduit, si je puis dire, dans nos textes, d'une part avec une série d'exclusions. Donc, ne peuvent pas être agriculteurs actifs. Donner l'exemple, les sociétés d'exploitation immobilière, les sociétés qui font uniquement du conseil de gestion ou d'accompagnement. Est-ce que grâce à cette nouvelle définition, d'ici quelques années, on n'aura plus de sociétés de gestion, on n'aura plus d'acteurs comme Colruyt qui a une certaine influence sur l'agriculture? Est-ce qu'on peut imaginer un futur comme ça? Les sociétés de gestion ne sont, de mon point de vue, suivant les textes, suivant les critères supplémentaires qu'on prévoit, pas éligibles, ne doivent pas être éligibles aux aides de la politique agricole commune. Et que ces sociétés appartiennent à X, Y, Z ou W, je tiens le même raisonnement, bien évidemment. Et suivant ce raisonnement, le ministre a un plan. Il s'agira de traquer les sociétés de gestion agricole qui ne répondent pas à la définition stricte de l'agriculteur actif. Pour traduire notre volonté que l'exploitation s'exerce par de vrais agriculteurs ou agricultrices actifs ou actives, nous avons, on l'évoquait il y a quelques instants, dans notre plan stratégique introduit une première vague de mesures qui consiste à exclure des sociétés qui répondent à certaines définitions. Si on n'est pas agriculteur actif, on n'est pas éligible aux aides de la politique agricole commune. À en croire Willy Borsu, un plan stratégique serait donc en cours pour venir au bout des sociétés de gestion dans un futur proche. Un chantier audacieux, alors même que ce modèle d'agriculture ne s'est jamais aussi bien porté. Après nos nombreuses rencontres, à l'issue de notre enquête, un autre modèle d'agriculture nous interpelle. Cette fois, ce n'est pas la grande distribution,
mais le citoyen qui rachète les terres. Direction Marchand-Famenne. Nous y rencontrons David Dupuis. Il représente le mouvement Terre en Vue, qui propose une idée originale. Pour lutter contre la spéculation et faciliter l'accès à la terre, pourquoi ne pas utiliser le citoyen? Explication. On invite les coopérateurs, les gens, à prendre des parts dans la coopérative qui elle-même va pouvoir acheter les terres agricoles et rester le propriétaire de la terre de façon à la céder en bail à ferme à l'agriculteur, donc c'est-à-dire dans un terme ultra sécurisé. C'est-à-dire que l'agriculteur va pouvoir travailler, avoir une vision sur l'ensemble de sa carrière sur ces terres-là, ce qui est évidemment fondamental pour pouvoir mettre en place les pratiques qui soient les plus respectueuses du sol, de la biodiversité que contient ce sol, de la ressource en eau, etc. quoi. En quoi est-ce que c'est la responsabilité du citoyen? En quoi est-ce que c'est aux citoyens de faire cet achat? Alors, c'est normal et c'est pas normal, dans le sens où, d'une part, on est tous concernés par notre alimentation, et donc c'est normal qu'on s'intéresse à la façon dont elle est produite et qu'on puisse s'impliquer en soutenant directement les agriculteurs. Je crois que c'est une opportunité qui est donnée de façon à s'assurer que les terres agricoles soient utilisées par des agriculteurs qui vont pouvoir produire cette alimentation de qualité, entretenir, maintenir le paysage, la biodiversité qui est liée. Pour Terre en Vue, l'objectif serait donc de mettre le citoyen au centre de la question. Après tout, ce que l'agriculture produit, c'est nous qui le consommons. Vers quoi on va en fait? Est-ce qu'on soutient l'agriculture nourricière qui produit une alimentation de qualité ou est-ce qu'on soutient l'agro-industrie? C'est une décision qui, à mon sens, vu le patrimoine qui est concerné, l'ensemble du territoire qui est concerné, doit être une question de société. Alors, quel avenir pour nos agricultrices et nos agriculteurs? Pourront-ils cultiver en toute liberté la terre, leur outil de travail? Si on ne repense pas les choses dans leur globalité, n'est-ce pas, ça va devenir extrêmement difficile pour les agricultures dites familiales, mais qui sont obligées d'entrer dans le mouvement de la productivité. Que reste-t-il du savoir-faire, si cher à l'agriculture familiale, promu par le Code wallon de l'agriculture? Pour finir, on ne sera plus que mandaille sur nos terrains, vu que tout appartiendra des propriétaires et plus agriculteurs ou sa famille ou des propriétaires de plus petite taille. Est-il encore temps, à l'heure actuelle, de retrouver une agriculture à taille humaine? On va vers des structures de plus en plus importantes et ça c'est un phénomène, je pense, préoccupant. J'espère que ce n'est pas l'avenir de l'agriculture. Et finalement, est-il encore possible de résister à ce hold-up sur la terre agricole? La terre ne nous appartient pas, on l'emprunte en tous les cas.